Je suis juste le gars qui se promenait autour de ce lac un jour et qui, un jour, est tombé sur des cygnes. J'aurais pu passer des heures et des jours avec eux. J'aurais pu marcher dans la boue la plus épaisse et traverser les fourrés les plus denses juste pour mieux les voir. Eh bien, comme vous le savez maintenant, c'est ce que j'ai décidé de faire. Non pas pour me distraire des stress et des soucis qui tourmentent un monde moderne dirigé par des machines sans âme, mais plutôt pour être encore mieux informé et m'immerger encore plus profondément dans les choses les plus réelles et les plus significatives qu'on puisse imaginer. Je sais que ça peut sembler fou à dire, mais je pense qu'il y a des forces qui essaient de te marteler et de te dire « voilà ce que tu pourrais faire ». Si tu veux le faire, dis oui. Si tu ne veux pas, dis-le, mais décide-toi. Tu dois écouter ces choses, sinon distrait, tu ne les entendras jamais. Comment éliminer ces distractions ? Parce qu'il y a tellement de choses qui cherchent à attirer ton attention aujourd'hui. Mais j'essaye d'éliminer les distractions autant que possible. Je pense que c'est absolument essentiel. Élimine simplement les distractions dans ta vie. Et je pense que tu serais surpris de ce qui peut t'arriver. Et tu vas aimer cette seconde partie de notre entretien avec Adam Harritan. Dans la première, on a évoqué l'origine de son cours d'identification des arbres. Et dans cette partie de l'entretien, nous abordons des histoires intéressantes sur la façon dont il a recueilli ces images, le dévouement qu'il met dans son travail et ce qui pourrait arriver ensuite. Profite bien. Alors, que peux-tu nous dire sur le fait d'entrer dans un tourbière pour identifier un arbre? Ça peut être une expérience très solitaire. Cela peut être l'expérience la plus palpitante et les deux à la fois. J'adore les tourbières. Toute personne vraiment passionnée de botanique, peut-être pas forcément les arbres, mais la botanique et peut-être la mycologie, dans une certaine mesure, vous dira que les tourbières sont des endroits incroyables. En Pennsylvanie, les tourbières sont rares. Plus au nord, elles sont beaucoup plus courantes. Mais ici, elles ne le sont pas tant que ça. C'est pour ça que j'ai tendance à adorer les tourbières, à en parler avec autant de passion et d'enthousiasme. Mais comme les tourbières ne sont pas courantes, c'est généralement là que vous trouverez les arbres qui ne sont pas si courants ici en Pennsylvanie. Et donc il s'agirait du mélèze laricin, de l'épinette noire et du sapin baumier. Et il est assez facile de déterminer où se trouvent les tourbières sur une carte, car il suffit de regarder ces petites lignes bleues qui indiquent que c'est une zone marécageuse. Et cela pourrait être un marécage, un marais ou un bas-marais. Il y a toutes sortes de caractéristiques précises qui permettent de les distinguer. Mais une tourbière, en général, est une dépression dans le sol qui n'a ni entrée ni sortie d'eau. Donc ce n'est pas comme si l'eau y coulait, puis restait là, puis repartait ailleurs. C'est en gros comme une cuvette où la pluie ou la neige tombe et où le sol reste gorgé d'eau. Les choses mettent vraiment très longtemps à se décomposer dans une tourbière. Et donc les organismes, les arbres et les plantes qui peuvent survivre dans des conditions très hostiles, avec très peu de nutriments, prospèrent dans les zones tourbeuses. Comme je voulais inclure une grande variété d'arbres dans ce cours, j'ai ajouté aussi des espèces de tourbières proches d'ici, comme l'épinette noire, le mélèze laricin et le sapin baumier. Mais certains de ces lieux sont très isolés, sans sentier. Souvent, quand on pense à la nature, on va dans un parc urbain, communautaire ou d'État. Beaucoup préfèrent rester sur un sentier bien entretenu. On va d'un point à un autre, puis on revient, sans grandes histoires. Peut-être qu'on voit des oiseaux ou des champignons intéressants, mais on ne se perd pas vraiment. Mais dans certaines de ces tourbières, vous savez, il n'y a absolument aucun sentier. Et certains de ces endroits peuvent être vraiment profonds. Parfois, on est tellement exposé au soleil, tellement exposé aux éléments, exposé à des animaux qu'on ne rencontre pas au quotidien. Et ça peut vraiment être une expérience difficile. Alors j'ai décidé d'aller dans quelques tourbières pour ce cours. J'ai eu des expériences intéressantes, comme déranger un ours noir dans une tourbière alors qu'il mangeait des myrtilles, ce que je pressentais. C'était la saison des myrtilles. Ce n'était pas une expérience folle. Les gens voient assez souvent des ours noirs dans certaines régions du pays, mais ici, près de Pittsburgh, on ne voit pas d'ours noirs au quotidien. Donc c'était une expérience vraiment géniale de faire fuir un ours noir et de le voir partir sans jamais s'approcher de moi. Mais dans un marécage du centre-nord de la Pennsylvanie, je me suis perdu pendant pas longtemps, peut-être 20 ou 30 minutes. Mais c'était l'une des expériences qui m'ont le plus remis à ma place, l'une des plus terrifiantes et l'une des meilleures expériences que j'ai jamais vécues, de toute ma vie, une fois que je suis sorti de là. Je n'ai pas l'habitude de ressentir ça. C'est le genre de situation où quand on est en ville, en banlieue ou même à la périphérie,
Dans une zone rurale, il est très difficile de se perdre dans ces endroits. Je n'avais ni GPS ni smartphone. Alors perdu au milieu de nulle part, tous les filets de sécurité semblaient avoir disparu. Et on est simplement à la merci de son sang-froid, de son intelligence, de son intuition et des pas qui nous ont menés dans cette zone précise. Donc, je cherchais du sapin baumier. C'est peut-être à cette histoire que tu fais allusion. Ce n'est pas un arbre très commun, mais c'est un conifère. C'est un arbre très beau. Il est populaire à Noël. Le sapin baumier est un sapin de Noël très apprécié. Et il sent incroyablement bon. Quand on est au contact d'un sapin baumier, rien ne sent pareil. Mais je suis allé dans cette tourbière isolée et je le cherchais. Et je me suis retrouvé au milieu de cette zone humide et je me suis fait malmener. Tu sais, tu te retournes et tu te demandes par où suis-je arrivé, au juste? Le soleil était absent ce jour nuageux. D'habitude, je l'utilise pour m'orienter et sortir des lieux. Mais à chaque pas que je faisais pour aller vers le centre de cette zone, je savais qu'à chaque pas, j'augmentais mon risque de me perdre. À chaque pas. Comme si chaque pas était calculé. J'avance encore et encore. Jusqu'où puis-je aller? J'allais toujours plus loin. Puis j'ai trouvé des canneberges, je me baisse pour en manger. Ensuite, j'aperçois un boulot à papier au loin et je devais le filmer. J'ai un zoom incroyable sur ma caméra, je le filme. Et puis tu te rends compte, est-ce que je suis venu par là ou par là? Et c'est tellement silencieux, tellement silencieux. Tu n'entends pas un avion. Tu n'entends rien du tout. Et puis j'ai entendu ce bruit étrange. C'était comme boum. Boum, 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 boum. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je continuais à l'entendre encore et encore. Et je n'ai pas compris ce que c'était. Mais je me suis dit qu'il fallait que je sorte d'ici avant qu'il ne fasse trop sombre. Et encore une fois, j'ai juste dû utiliser mon intuition pour m'en sortir. Et je n'étais pas vraiment perdu, mais j'avais ce sentiment que ça pourrait vraiment mal tourner pour moi. Mais en même temps, moi, je voulais me mettre dans cette situation parce que ça remet juste ta vie en perspective à ce moment-là parce que tu réalises, tu évalues que tu es vivant à cet instant. Tu ne penses un petit peu à rien d'autre en ce moment. Rien. Les factures que je dois payer, les emails auxquels je n'ai pas encore répondu. Quel est le prix du Bitcoin aujourd'hui? Rien de tout ça. C'est juste ma sécurité qui est en jeu en ce moment. Et j'ai des gens qui m'aiment et qui attendent que je rentre à la maison. Alors je ferais mieux de sortir d'ici. Alors j'ai fait très attention à marcher lentement. Et heureusement, comme j'ai passé tellement de temps dehors sans GPS ou sans smartphone, j'ai pu me débrouiller très habilement pour ressortir de là. Et une fois sorti, j'ai vu un chasseur. Il y avait toujours un chasseur, l'homme le plus gentil, vraiment très sympa. Il s'appelait Bill Kunsil, un nom que je n'oublierai jamais. Et il m'a conseillé, il m'a dit, tu devrais te procurer un GPS, et il m'a montré celui qu'il utilise. Et il dit qu'il vient ici tout le temps, mais qu'il ne marcherait jamais sans un de ces appareils. Et donc, heureusement, j'en avais un chez moi que je n'avais pas utilisé depuis des années. Maintenant, quand je sors, j'emporte quelque chose, mais je ne l'allume pas toujours. Et quand tu disais que tu marchais lentement, est-ce que c'était pour pouvoir être le plus attentif possible et vraiment réfléchir à la direction dans laquelle tu allais? Ou est-ce que tu veux aussi dire, je me déplace lentement pour surveiller chaque pas afin de ne pas aggraver cette situation déjà risquée et précaire avec une blessure ou avec une erreur ou une faute supplémentaire? J'aimerais pouvoir te dire que je réfléchis à ces choses-là, mais en réalité, ce n'est pas le cas. D'accord. Je ne pense pas trop à essayer d'éviter de me blesser dans ces situations, parce que je crois qu'à force de passer autant de temps dehors, au cours de la dernière décennie, j'ai en quelque sorte appris à me déplacer très habilement dehors, et à rester conscient et attentif en permanence. Je le faisais parce qu'à chaque pas, c'était un frisson encore plus intense d'aller toujours plus loin, dehors, sous un ciel nuageux. Ne sachant pas vraiment où tu vas, mais sachant que tu pourrais te perdre. Tu ne le feras sans doute pas, car tu es intelligent et tu ne vas pas tout gâcher cette fois. Parce que si tu gâches tout cette fois, ça pourrait être la dernière chance que tu as d'aller dans un endroit comme celui-ci. Donc, quand tu as commencé cette carrière, comme tu l'as dit, il y a environ 10 ans, tu venais d'un parcours en nutrition. Tu venais d'un parcours, je ne veux pas dire en nutrition conventionnelle, mais plus conventionnel que là où tu es arrivé aujourd'hui. Ceci explique en partie l'intérêt pour les champignons et leurs bienfaits nutritionnels potentiels. Comment l'étude des arbres au cours des 2 dernières années et demie a-t-elle influencé ton alimentation? Tu ne fais pas de recommandations pour les autres ici, mais comment cela a-t-il changé ta façon de penser concernant ce que tu choisis de mettre dans ton corps?
La plus grande façon dont cela a influencé mon alimentation, c'est que cela a influencé mon régime mental. Et je considère cela exactement de la même manière que je considère, tu sais, un régime alimentaire ou un régime médicamenteux, ton régime mental. Ces dernières années, je n'ai pratiquement mis dans mon esprit que les arbres. Mais je sais que tu veux probablement parler de nourriture et probablement de médicaments. Non, c'est une bonne réponse, continue. Oui, j'ai répondu. Mentalement, je pense aux arbres depuis quelques années. C'est important que les gens y pensent aussi. On pense souvent à la nourriture, aux médicaments et à ce qu'on consomme en parlant d'alimentation. Je pense qu'il est aussi important de faire attention à ce que l'on met dans notre cerveau. Cela m'a aidé à rester concentré, surtout pendant une période très folle. Quand on pense à tout ce qui se passe dans les médias, qui gifle qui bombarde qui, quel virus se propage ou toutes ces choses différentes, il est facile de dire que ce n'est pas important quand on est concentré ailleurs. Écoute, je suis quelqu'un de l'ouest de la Pennsylvanie. Je ne peux pas contrôler ce qui se passe. Je peux y penser, compatir, donner de l'argent. Mais honnêtement, une publication Facebook change-t-elle vraiment quelque chose? Si je change ma photo de profil avec un petit cercle qui soutient une cause ou une autre, est-ce que ça va vraiment changer grand-chose? Ou est-ce que je devrais simplement me concentrer sur ce que je suis censé faire? Et la réponse pour moi, c'était: concentre-toi simplement sur ce que tu es censé faire. Alors peut-être que je suis un peu naïf en ce qui concerne les affaires du monde et tout ça, mais j'en sais beaucoup sur les arbres, et ça m'enthousiasme vraiment. Mais j'ai mangé beaucoup de choses sauvages venant des arbres, et j'ai fabriqué des remèdes à partir de choses provenant des arbres, en particulier beaucoup d'hydromel. Donc je fabrique une boisson alcoolisée appelée hydromel, et c'est essentiellement comme un vin, mais au lieu d'utiliser du raisin et du sucre, on utilise du miel comme source de sucre pour la fermentation. Au lieu de juste fermenter du miel pour l'hydromel, je cueille divers ingrédients sur les arbres et les ajoute, ce qui donne un hydromel façon root beer incroyable. C'est une root beer traditionnelle avec bouleau noir, sassafras et salse-pareil. C'est vraiment celle à base d'écorce qu'on buvait enfant, j'espère. Je ne sais pas si tu en bois encore, mais moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas. À l'époque. Oui, mais tu peux aussi récolter beaucoup de choses sur les arbres. Apprendre de nouvelles choses et les intégrer à mon alimentation a été très important pour moi. En parlant d'alimentation, je suis un grand amateur de fruits. J'ai l'habitude de manger des fruits qui viennent de quelques îles lointaines, d'un climat tropical. Tu m'as fait découvrir le concept d'un arbre fruitier originaire d'Amérique du Nord, l'aciminier. Peux-tu en parler aux gens? La ciminier est un arbre qui, paraît-il, produit, et je vais dire pas le, mais l'un des plus gros fruits comestibles d'Amérique. C'est peut-être le plus gros fruit, mais je n'ai pas tout vu, donc ce n'est pas basé sur mon expérience. Mais il est assez gros et ressemble un peu à une mangue. Il est verdâtre, il est mou, et il a un goût qui rappelle un mélange de banane et de mangue. C'est très crémeux avec de grosses graines à l'intérieur. Et il est originaire de l'Est de l'Amérique du Nord. Il pousse du sud de l'Ontario jusqu'en Pennsylvanie, tout le long jusqu'en Floride, vers l'ouest jusqu'au Texas, puis remonte. Et ce n'est pas si rare que ça. Et il pousse généralement dans des zones très fertiles, dans des terres basses, souvent le long des ruisseaux. Il n'est pas très grand, c'est un arbre plus petit. Un peu arbustif, il produit souvent des rejets. Ce fruit était couramment consommé en Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens. Et aujourd'hui, beaucoup de cueilleurs consomment encore cet aliment, mais vous le verrez rarement en vente. Par exemple, si vous allez chez Shop & Save, Giant Eagle ou même Whole Foods, vous n'en verrez sans doute pas. Une coopérative locale en vend peut-être. Je ne suis pas sûr. Mais personnellement, je ne l'ai jamais vu en vente dans un supermarché classique. Vous pourriez en voir sur les marchés de producteurs. Et c'est parce que ça ne se conserve pas très bien. Ça ne se transporte pas très bien non plus. Et ça n'a pas très belle allure quand vous le cueillez et qu'il commence à mûrir un peu. Ça a l'air un peu abîmé. Ça ressemble presque à une banane meurtrie ou quelque chose comme ça. Qui voudrait acheter beaucoup de bananes abîmées? On préfère les jaunes. Malheureusement, ces fruits ils sont délicieux, et c'est une excellente espèce à planter pour de nombreuses raisons. Il est probable qu'il ne sera pas adopté par les consommateurs à grande échelle, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Vous savez, c'est un peu comme si cela exigeait que vous connaissiez un peu l'arbre pour pouvoir en faire l'expérience. C'est un peu un fruit indé. Oui, c'est vrai. Sa popularité ne cesse de croître au fil des ans. Par exemple, cette plante était couramment consommée sous forme de fruit et elle peut aussi être transformée en extrait médicinal. Des recherches anticancéreuses portent aussi sur les extraits de cette plante. Mais traditionnellement, le fruit était consommé et George Washington a planté des assiminiers chez lui à Mount Vernon. Thomas Jefferson a planté des assiminiers chez lui à Monticello, en Virginie.
De nos jours, je veux dire, si vous vous promenez en ville, vous verrez qu'on plante quelques aziminiers. Je crois que vous avez aussi des assiminiers dans votre jardin. Ils mettront peut-être quelques années à fructifier. C'est un arbre idéal à planter car il reste de petite taille. Il atteint rapidement la maturité. Une fois planté, il faut attendre seulement 5 à 7 ans avant qu'il donne des fruits. Il est aussi assez résistant aux cerfs. C'est crucial pour l'ouest de la Pennsylvanie. Je veux dire, il y a tellement de cerfs. Il est difficile de planter beaucoup de choses et de les faire pousser sans que les cerfs ne les grignotent. Mais les assiminiers sont plutôt à l'abri de ce côté-là. Donc, le cours sur les arbres est presque sorti au moment où cette vidéo sera diffusée ou l'a déjà été. Tu as eu ces deux chapitres très distincts, le chapitre sur les champignons qui a abouti au cours sur les champignons et le chapitre sur les arbres qui a abouti au cours sur les arbres. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour Learn Your Land, Adam Harrington? Vers quoi sens-tu que tu es attiré? C'est une bonne question parce que j'y pense souvent. Et je n'ai pas de réponse définitive, j'ai un peu l'impression de simplement me lancer après ça et de voir ce qui se présente à moi. Et ce n'est pas une sensation très rassurante parce que on aime toujours savoir ce qui va se passer ensuite. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va suivre. Je savais depuis longtemps quelle était la prochaine étape, mais j'ai l'impression qu'après ça, je vais évidemment continuer à publier du contenu en ligne et à filmer ces vidéos. Mais je m'intéresse de plus en plus à la collecte de fonds et à leur remise à des organismes de conservation des terres afin que ces terres soient protégées pour que les gens puissent vraiment sortir et profiter des espaces sauvages. Et je pense que le fait de faire des dons est quelque chose dont beaucoup de gens ne parlent pas. Je suppose qu'ils savent intuitivement quels sont les avantages d'un don à un organisme de conservation des terres. Aujourd'hui, quand on pense à la conservation des terres, beaucoup font de bonnes actions comme ramasser les déchets, enlever les plantes envahissantes et planter des plantes indigènes et des arbres. Vous pouvez aussi faire un don important. De nombreuses organisations ont besoin de ces fonds pour acheter des terrains. Chaque fois qu'un terrain est mis en vente, un promoteur se moque de votre intention d'y planter des arbres. Le terrain, lui, se moque du fait que vous allez y ramasser les déchets. Il se moque que vous plantiez des plantes indigènes et arrachiez toutes les espèces invasives. Ce qui compte, c'est que vous ayez plus d'argent que le promoteur. Si vous avez plus d'argent, c'est à vous. C'est là où nous en sommes aujourd'hui, au XXIe siècle. Et donc, je pense qu'une chose vers laquelle je suis vraiment attiré, c'est de collecter des fonds et de les donner à ces organismes de conservation des terres afin qu'ils aient ainsi les moyens d'acheter ces propriétés et de dire aux gens que c'est ce qu'ils peuvent faire. Dans toutes mes vidéos, je précise dans les notes qu'il faut soutenir ce travail en faisant un don à votre organisme local de conservation des terres. Je ne demande pas encore de dons. Je demande aux gens de donner à leur organisme local de conservation. Et lorsque j'ouvre les inscriptions à ces cours en ligne, une partie de tous les bénéfices est reversée à des organismes de conservation des terres, spécifiquement pour la conservation des terres et pas forcément pour des fêtes ou des choses comme ça. Et donc, eux aussi, quand un don, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ces organismes de conservation des terres, est-ce que l'argent qui leur est destiné va essentiellement sur un compte quelconque? Et ensuite, ce compte est utilisé pour acquérir des terres qui sont immédiatement adjacentes aux terres déjà préservées. Comment ça fonctionne exactement? Tout dépend de la situation. Je veux dire, avec certains organismes de conservation des terres, ils ne précisent pas où va l'argent. Avec d'autres, ils le font. J'apprécie beaucoup la Western Pennsylvania Conservancy, une organisation de Pennsylvanie occidentale. Excellente organisation. Beaucoup de nos parcs d'État ont en fait été achetés à l'origine par la Western Pennsylvania Conservancy, puis donnés ou achetés par l'État pour être conservés à perpétuité par le gouvernement de l'État. Vous pouvez indiquer que l'argent doit servir à la conservation des terres, mais ce qu'ils en feront exactement, vous ne le saurez qu'en leur demandant, car ils peuvent l'utiliser de plusieurs façons. Ils peuvent acheter des terrains adjacents à une forêt déjà protégée. Ils peuvent acquérir des terrains qui allaient être destinés à des projets immobiliers. Ils peuvent utiliser cet argent pour planter des arbres. Ils peuvent utiliser cet argent pour organiser des promenades, des événements, sensibiliser le public, organiser des collectes de fonds et toutes ces différentes activités. Ce que j'apprécie surtout, c'est que l'argent serve directement à acheter des terrains. Tout dépend encore de la situation. Acheter un nouveau terrain, l'acquérir auprès de quelqu'un proposant un prix réduit, ou acheter un terrain près d'une forêt désignée ou d'un parc d'État. Donc, on dirait qu'avoir une raison comme celle-ci peut soutenir le travail qui résonnait déjà en toi. Tu sais, ton point de départ était « Moi, Adam, j'ai besoin d'en savoir plus sur ça pour ma propre éducation, pour ma propre guérison, pour ma propre nutrition, pour mon propre lien avec l'endroit d'où je viens. Et enseigner aux autres ce que j'ai appris
est une façon fantastique de, tu sais, subvenir à mes besoins, tout en étant en quelque sorte payé pour apprendre. Mais on dirait qu'une nouvelle page se tourne où, oui, être payé pour apprendre ces choses, c'est effectivement ce que nous avons fait. Tu as passé des heures et des heures à en apprendre davantage sur les arbres pour que d'autres personnes te paient pour la version condensée et synthétisée de tout ça. Mais le fait d'ajouter la possibilité de diriger l'argent généré par cela vers des causes qui te tiennent à cœur, ça donne simplement plus de profondeur, davantage de profondeur et de poids. Est-ce un résumé juste? Oui, je veux dire, j'ai l'impression d'avoir tellement reçu. Par exemple, on m'a donné l'idée de faire un projet comme le cours sur les arbres, et je considère que c'est un cadeau. Je ne prends pas ça pour acquis, le fait d'avoir su quoi faire de ma vie pendant presque 3 ans. Pour moi, c'est énorme. Plutôt que de errer un peu, vous savez, mettre une vidéo ici, une vidéo là, guider une promenade ici, guider une promenade là. Je pense que tout ça, c'est super. Mais j'ai aussi reçu l'inspiration de faire un cours sur les arbres et un cours sur les champignons. Et donc, une des façons de remercier pour ce cadeau que j'ai reçu, c'est de redonner. Et il y a beaucoup de façons pour les gens de redonner. Et je pense que l'argent est une excellente façon de redonner aujourd'hui. Qu'en est-il de la compétence méta de s'aventurer dans cette incertitude? D'un côté, c'est comme marcher dans un marécage sans GPS, sans savoir où l'on est et sans avoir beaucoup de contexte. De l'autre côté, c'est quitter son emploi pour lancer cela sans vraiment savoir ce que cette activité deviendrait, puis passer des années sur un cours de champignons sans savoir s'il se vendrait. Puis, au lieu d'enchaîner un cours sur les champignons avec un autre cours sur les champignons, aller vers une thématique adjacente qui est celle des arbres. Tous ces choix ont été, d'un point de vue de trajectoire professionnelle, progressivement, peut-être que vous ne les qualifieriez pas forcément de plus intenses, mais ce sont des pas intenses vers encore plus d'incertitude. Peux-tu simplement parler du fait de faire cela à plusieurs reprises au cours d'une carrière et comment tu t'améliores dans cet exercice ou peut-être que tu ne t'améliores pas? Je ne pense pas que je m'améliore là-dedans, parce qu'il me semblait que c'était beaucoup plus facile au début. Ça me paraissait tout simplement beaucoup plus facile, peut-être parce que je savais exactement à quoi ressembleraient les 3 prochaines années, les 5 prochaines années. Mais honnêtement, et je peux le dire très sincèrement, une fois que ce cours sur les arbres sera terminé, et tu vois, je vais continuer à travailler dessus, probablement encore pendant 1 an, mais pas autant que ce que j'y ai consacré pendant les 2 ans et demi au début, parce que je voulais en publier la majeure partie. Mais il y a quelques éléments que je veux encore filmer au cours de l'année ou des 2 prochaines années. Mais je ne suis pas vraiment sûr. Et ce n'est pas une sensation très rassurante. Parfois, je me sens très inquiet et un peu anxieux à propos de la suite. Parce que je pense que tout l'intérêt des affaires, et surtout des affaires en ligne, et particulièrement de la création de contenu, c'est qu'il faut continuer sans cesse. Il faut continuer à produire du contenu, sinon on devient vite hors jeu parce que quelqu'un d'autre travaille dur et va vous dépasser. Et j'ai appris quelque chose pendant l'hiver de cette année parce que j'ai arrêté de publier sur YouTube pendant des mois. Je n'avais jamais fait ça. Depuis que j'ai commencé en 2015, j'ai toujours publié au moins une vidéo par mois, généralement 2, parfois 3 par mois. Je n'avais absolument pas de temps parce que je travaillais tellement sur ce processus de montage de janvier à mars et même jusqu'en avril. Je n'avais pas le temps de publier du contenu gratuit avant avril, où j'ai enfin sorti une nouvelle vidéo. Décider qu'il était acceptable de prendre du recul a été très difficile pour moi. Je me suis dit, et si je n'étais plus pertinent? Et si l'algorithme ne me soutenait plus du tout? Et si je perdais des fans? Si je revenais avec ce projet d'arbre et que personne n'achetait, il ne resterait que le silence. Au fond de moi, je pensais que ça n'allait probablement pas arriver. Mais j'ai aussi accepté le fait que si ça doit arriver, eh bien, tant pis. J'ai travaillé si dur sur ce projet. Je savais que c'était ce que je devais faire. Et je savais que je devais sacrifier beaucoup de choses. Et ça, c'était une chose qui devait être sacrifiée, la création de contenu en ligne en continu. Et parce que je savais simplement que je devais faire ça, quoi qu'il arrive, j'allais l'accepter parce que je n'avais aucun doute dans mon esprit que c'était ce que je devais faire. Dans les prochains mois, dans l'année à venir, je devrais sûrement revenir à cet état d'esprit où j'essaye juste de faire la paix avec ça. Ne pas constamment produire une certaine chose jour après jour, encore et encore. C'est ce que j'ai un peu fait ces dernières années, en essayant de comprendre quelle serait la prochaine grande étape. Vous savez, je me concentre de plus en plus sur des choses plus importantes. Le cours sur les arbres en est un bon exemple. Ce n'est ni une vidéo TikTok, ni une vidéo YouTube, ni même une série de vidéos.
Ce sont 80 de vidéos qui vont sortir, 80 toutes nouvelles vidéos toutes fraîches que personne n'a jamais vues auparavant. C'est différent de ce que font la plupart des gens aujourd'hui. Tout devient plus court. Tout le monde essaie juste de produire quelque chose très vite. Et je me suis dit, écoute, si tu veux créer quelque chose de grand et de magnifique, ça va prendre du temps. Et tu vas devoir prendre du recul par rapport à tout ça. Tu sais, je pense à des choses comme le fait que j'ai grandi avec la musique avant la nutrition, avant la nature, c'était toujours la musique. Et les meilleurs artistes de ma vie, ceux que j'admirais, ils sortaient un album une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, et ensuite tu n'entendais plus rien d'eux. Ils partaient en tournée, mais sans Internet, on ne savait pas vraiment ce qui se passait parce qu'ils travaillaient sur des trucs, puis un tout nouvel album sortait. On se disait « Waouh, c'est tellement bon ». Je crois être programmé pour créer du contenu ainsi, comme les musiciens des années 80 et 90 qui sortaient un grand projet puis attendaient un moment. Tu sors un gros projet puis tu attends. Je ne suis pas du genre à sortir des petites choses régulièrement, ici ou là, puis à en sortir d'autres le lendemain. Je comprends que ça marche pour beaucoup de gens, mais en regardant ma trajectoire, j'ai fait l'inverse. Et ce n'était pas toujours une décision consciente. Je pense que c'est juste que je suis programmé pour faire ça. Et on a aussi déjà parlé dans le passé de l'idée que le mouvement perpétuel, sans que tout soit simplement... Oh. Ne pas être à l'aise avec le calme relève aussi de cette forme de distraction. Donc, si vous avez quelque chose qui vous fait peur, qui vous dérange ou qui vous cause de l'anxiété au fond de votre esprit, eh bien, si je me plonge simplement dans un projet sans jamais reprendre mon souffle et sans jamais prendre du recul, alors je n'ai pas vraiment à affronter ça. Je peux simplement continuer à repousser ça en arrière-plan et vous savez, c'est pour ça que beaucoup de gens utilisent ça comme excuse pour se distraire. Et puis aussi, c'est aussi comme si ça m'aidait effectivement à atteindre mon objectif. Ouais, je veux dire, je pense que tout ce qui concerne la création de contenu, et je parle d'expérience, c'est addictif. Vous savez, c'est addictif de publier ces choses et de voir comment les gens réagissent. Ça fait du bien, même quand tu reçois les commentaires les plus méchants, tu restes quand même accro à l'idée d'aller les consulter. Et donc prendre du recul par rapport à ça, c'est un peu comme arrêter de boire du café pendant un moment. Mais avec les effets secondaires, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Ça fait mal. Mais après un certain temps, ça va. Et puis quand tu y reviens, tu as une nouvelle perspective sur les choses. Et donc je suis content d'avoir choisi cette voie ces derniers mois. Je ne sais pas ce qui va arriver dans les 2 prochaines années. J'imagine que je vais continuer à approfondir tout ça, à continuer de donner de l'argent et à continuer de faire passer le message sur l'intérêt d'apprendre à connaître les arbres, les plantes et les champignons. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. Une autre chose qui m'intéresse chez toi, c'est toi, tu sais. Tu as fait allusion au fait de ne pas être accro au fil d'actualité et comment, tu sais, être conscient de ce que tu consommes te permet en quelque sorte de bloquer certaines choses. Et tu sais, avoir un peu de sérénité ou de tranquillité d'esprit parce que tu es concentré sur quelque chose qui est juste devant toi. Ça te met aussi dans une posture différente où il y a certains personnages que tu pourrais qualifier de suiveurs de tendance. Et il y a comme un millier de permutations différentes de cela, surtout à l'ère numérique. Dans un certain cercle de la tech, ils appellent ça genre le sujet du moment. Comme si je me souciais du sujet. Et t'as fait allusion à ça, la gifle, la guerre, tu sais, c'est la chose dont tout le monde parle en ce moment. Mais il y a ces autres personnes, et la musique en est un excellent exemple, qui étaient là, dans la poussière, dans les clubs, à voir les groupes avant qu'ils ne percent, et à se dire, c'est eux. C'est eux la prochaine grande chose qui va exploser. Donc, on dirait que toi aussi, dans une certaine mesure, tu as fait le choix conscient de ne pas essayer de rester constamment à l'affût. Tu cèdes l'avantage de pouvoir sauter sur une tendance très tôt, de surfer sur cette tendance dès le début, et tu échanges cet avantage contre autre chose. Tu obtiens ici l'avantage d'avoir un type de travail spécifique. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, ça peut être de niche. Ce n'est peut-être pas à la mode, mais c'est différencié de ma concurrence. Ce n'est pas banalisé. Oui, tu l'as très bien dit. J'y pense vraiment. Clairement, je remarque ce qui fonctionne. Je tente d'intégrer cela dans mon contenu, sinon personne ne regarderait. Ce n'est pas comme mes vidéos YouTube, par exemple Red Oak Point Mauve. Tu te rappelles, vers 2005, quand les gens publiaient des vidéos sans jamais modifier les titres.
Évidemment, je mets un peu de marketing, tu vois, du peps dans mes titres. J'essaye de les rendre dynamiques, je les garde relativement courts et tout ça. Mais tu as raison, je ne suis pas vraiment intéressé par le fait de suivre certaines des grandes tendances actuelles, et je suppose que je n'ai jamais été comme ça de toute façon. Mais ce n'est même pas comme si c'était une décision vraiment consciente de le faire ou de ne pas le faire. Je suis simplement poussé par cette force en moi qui me guide vers ceci, vers cela, vers telle chose, et qui me pousse à me concentrer sur ce qui est vraiment important. Comme je l'ai déjà mentionné, je ne suis pas certain de m'être lancé dans ce cours d'identification des arbres. C'est presque comme si c'était un cadeau qu'on m'avait offert. Tu peux te lancer dans ce cours, et je l'ai accepté et j'ai dit oui. Et parce qu'il y a longtemps, j'ai appris à rester fidèle à ma parole. Chaque fois que je dis oui à quelque chose, je le pense. Je vais le faire. Et il n'y a rien, sauf une tragédie extrême ou quelque chose qui pourrait m'empêcher de faire cette chose qu'on m'a accordée si je dis oui. Donc j'ai dit oui à ce cours sur les arbres. Et quand je l'ai fait, toutes ces choses ont commencé à changer dans ma vie. Les décisions auxquelles il était un peu difficile de dire oui ou non sont instantanément devenues claires. C'était oui ou non. Je vais le faire. Je ne vais pas le faire. J'ai vu les choses très clairement en refusant de nombreuses distractions, et il était souvent facile de dire non. Mais dans l'ensemble, je ne regarde pas forcément ce que font les autres en me disant oui, ça marche, je vais en prendre un peu. Ça ne marche pas, je ne vais pas le faire. Je n'ai pas vraiment envie de faire ça. C'est plutôt que j'ai ce truc que je dois faire. C'est aussi important que de respirer, c'est aussi important que de manger, c'est aussi important que de dire je t'aime aux gens. Je dois le faire, et ça doit sortir de moi, quoi qu'il arrive. Et la façon dont j'ai été élevé, les influences que j'ai eues très tôt, je pense que c'est comme ça que ça se manifeste dans le monde. Vous savez, j'étais quelqu'un de très créatif en grandissant. Tout tournait autour de la musique et de sa production. Il y avait une intro, il y avait le couplet, il y avait le refrain, il y avait la conclusion. Les thèmes étaient très importants, comme les albums et tout ça, donc quand je publie du contenu, c'est comme une chanson pour moi. Vraiment. Il y a une introduction, il y a une partie centrale, et puis il y a une conclusion. Et il y a de la musique dedans. Et je choisis soigneusement beaucoup de la musique qui y est intégrée. Donc ce sont les influences qui me guident à un niveau assez superficiel, je pense. Celles qu'on perçoit quand on regarde mes vidéos. Mais au fond, je pense que c'est simplement une force plus puissante qui me guide et qui me dit quoi faire et quoi ne pas faire. Donc tu y as fait allusion plusieurs fois, j'aimerais essayer de creuser un peu plus. Tu dis que cela ressemblait à un don qui t'a été offert. Certaines personnes appellent ça la petite voix dans leur tête. D'autres pensent que c'est une puissance supérieure à laquelle elles s'adressent. Peu importe ce qui fonctionne pour eux, on peut être plus ou moins fermé ou ouvert à l'entendre. Et je veux souligner qu'il y a ici une distinction vraiment importante. L'entendre ou ne même pas l'entendre, puis agir en conséquence ou ne pas agir en conséquence. Peux-tu parler de ta propre évolution pour être capable de faire ces deux choses et tu peux les aborder une à la fois si tu veux? Tu as raison. Entendre et vraiment passer à l'action sont deux choses complètement différentes. Quand j'ai entendu l'appel à faire ce cours, je me suis dit c'est intéressant. Je me suis dit que c'était une excellente proposition de faire quelque chose comme ça. Il m'a fallu un peu de temps pour finalement m'engager. Mais c'est presque comme si ça m'avait été présenté. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire? Pas de si, de mais, ni de peut-être. Tu ne vas pas, bâcler ce projet, n'est-ce pas? Je peux dire bâcler. Tu ne vas pas faire ce projet à moitié. Si tu dis oui, tu vas le faire, et tu vas le faire mieux que n'importe qui. Et pour un peu m'écarter du sujet, un commentaire qu'on me fait souvent, ou qu'on m'écrit, ou qu'on me demande, c'est tu n'as pas peur que quelqu'un d'autre travaille là-dessus. Par exemple, si tu dis que tu fais quelque chose comme ça, tu n'as pas peur que quelqu'un d'autre te devance? Et je me suis dit, regarde, il y a 2 jours, littéralement, il y a 2 jours, j'ai passé 8 heures en voiture, j'ai parcouru 800 kilomètres, j'ai dépensé 60 dollars en essence. J'avais une tique incrustée dans la jambe en rentrant chez moi, tout ça pour capturer 20-30 secondes de vidéo pour le cours. 20 secondes. Non, je ne m'inquiète pas que quelqu'un va me battre ou que quelqu'un va proposer un meilleur contenu que ce cours, parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi passionné par un projet comme celui-ci, les arbres en particulier, d'autres projets sûrement. Mais en ce moment, à ce stade, le présenter sous forme de cours en ligne.
Donc je ne m'inquiète pas du tout parce que je prends ces engagements extrêmement au sérieux. Très très au sérieux. Et concernant ta capacité à entendre ces appels, quand cela a-t-il commencé? Qu'était-ce? À quel moment as-tu compris que tu étais appelé à quelque chose? Passer de la musique à la nutrition. D'accord. Ce n'était pas il y a si longtemps. Je suppose que ça dépend de ton échelle de temps, mais il y a 13 ou 14 ans, Dans ce cas-là, pour utiliser une métaphore faute de mieux, est-ce qu'il a fallu que la cloche sonne plusieurs fois pour que tu l'entendes? Parce qu'on a l'impression que quand tu dis que tu as été appelé à ça, il y a comme quelque chose qui se présente à toi, tu le vois. D'accord, laisse-moi réfléchir un peu à ça, mais il n'y avait aucun doute que tu as vu la manifestation de cette idée. Est-ce que c'était pareil? Ou bien as-tu fait un travail pour t'ouvrir afin que cela te soit présenté et que tu le recueilles? c'est clairement la deuxième option. Je veux dire, l'une des choses principales qui m'a permis d'entendre les appels, c'est d'éliminer les distractions. Et tu sais, on plaisante à propos du téléphone à clapper, mais c'est une chose qui m'empêche d'être distrait parce que je ne peux pas vraiment l'être quand je suis loin de chez moi. Par exemple, je passe du temps dans la nature sans y avoir accès. Je sais que c'est utile et que je ne me perdrai pas dans les marécages avec un tel appareil. Je n'aurai pas besoin de planifier 3 jours de voyage à l'avance parce que je pourrais simplement, tu sais, aller quelque part sur un coup de tête parce que j'ai ce téléphone. Je vois à quel point c'est distrayant pour beaucoup. C'est l'un des problèmes. Tu sais, il y a environ 13 ans, c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à passer des téléphones à clapper au smartphone. Mais j'ai été tellement impressionné par cet appel à me concentrer sur la nutrition et à arrêter la musique pendant un moment. Peut-être pas pour toujours, tu pourras peut-être y revenir. Mais en me concentrant sur ça, je me dis, je ne veux pas que quoi que ce soit change pour le moment. J'écoute. Je l'accepte, je le veux tellement, ça fait tellement de bien. Je ne veux pas que quoi que ce soit change. Je me disais que si j'adopte cette technologie, quelque chose changera. Ayant consacré 13 ou 14 ans à cette passion, je n'ai pas eu le temps de m'intéresser aux smartphones, ni de comprendre leur popularité. Pourtant, j'ai un ordinateur et je dirige une entreprise en ligne. Donc je connais la valeur de faire les choses en ligne. Mais c'est juste une distraction dont je ne pense pas avoir besoin. Et c'était aussi à cette époque que j'ai arrêté de regarder la télévision, que j'ai commencé à aller dans les bibliothèques, mais j'ai aussi commencé à passer beaucoup de temps dans la nature. Et écoute, je sais que ça peut sembler fou à dire, mais je pense qu'il y a des forces qui essaieront de te marteler et de te dire voici ce que tu pourrais faire. Si tu veux le faire, dis oui. Si tu ne veux pas, dis non, mais décide-toi. Tu dois entendre ces choses, et si tu te laisses distraire, tu ne les entendras jamais. Comment éliminer ces distractions avec tout ce qui attire ton attention aujourd'hui? Si tu penses simplement à il y a 50 ans, 100, 50. 200 ans, il y avait beaucoup moins de choses qui réclamaient ton attention. Si tu remontes très loin dans le temps, il y a des milliers d'années, il y avait clairement très peu de choses qui réclamaient ton attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avantage à vivre au XXIe siècle, par exemple. J'aime beaucoup de choses. J'aime conduire. J'aime la médecine si j'en ai besoin. J'aime avoir du chauffage en hiver. J'aime la climatisation en été. Mais j'essaie d'éliminer les distractions autant que possible. Je pense que c'est absolument essentiel. Je ne médite pas vraiment, mais je passe beaucoup de temps seul dans la nature. On peut voir cela comme une forme de méditation, c'est une façon dont les gens essaient d'y parvenir. Mais il suffit simplement d'éliminer les distractions dans votre vie, et je pense que vous seriez surpris de ce qui pourrait vous arriver. Le choix d'agir, comme vous disiez, c'est je suis à l'aise ici et je n'ai pas envie de changer. Le changement est difficile pour beaucoup. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un effet d'élan à la fois positif et négatif lorsqu'on fait des changements, lorsqu'on prend des détours significatifs dans une carrière. Et c'est presque comme le vaisseau que vous utilisez comme métaphore pour ce que vous faites. Si vous vous imaginez comme un hors-bord avançant à travers des eaux turbulentes, alors tout votre modèle, c'est simplement de continuer à avancer. Même si le plus gros raz-de-marée me pousse dans la direction opposée, si c'est la métaphore avec laquelle vous travaillez, telle que vous concevez ce que vous faites, il n'y a pas vraiment d'alternative. Il n'y a pas autre chose que le hors-bord puisse faire. Mais si vous vous imaginez plutôt comme un singe qui se balance de liane en liane, c'est différent. Cette liane ne va littéralement m'emmener que jusqu'à un certain point. Ça ne peut littéralement pas aller plus loin. Donc, je ferais mieux d'être ouvert à l'endroit où se trouve la prochaine liane pour pouvoir l'attraper et continuer à progresser, si c'est ça l'objectif que tu poursuis. Oui, bien dit.
Oui, je veux dire, je me sens béni. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je me sens béni de savoir quoi faire. C'est un cadeau incroyable, mais j'ai conscience que c'est un cadeau. Et je pense que les meilleurs cadeaux sont faits pour être redonnés, pas directement à celui qui les a donnés, mais d'une certaine manière. C'est tellement différent de ce qu'on connaît avec les biens de consommation, non? Quand tu offres un cadeau, la personne le garde. Si tu l'aimes, tu feras pareil, non? Je pense que les meilleurs cadeaux sont faits pour être rendus. C'est pourquoi j'aime les bibliothèques, car on ne garde rien. Tu dois le rendre et laisser quelqu'un d'autre profiter de ce livre, de ce DVD ou de ce CD. Mais avec ce cours, c'est comme si on m'avait donné l'idée de faire quelque chose comme ça, comme Learn Your Land. Je dois le transformer d'une certaine manière, apporter une sorte d'alchimie, pas simplement le rendre tel quel. Je ne dis pas aux gens de créer leur propre cours sur les arbres. J'y mets un peu de magie et je le transmets à mon tour. Et je pense que si quelqu'un qui écoute ça peut s'y reconnaître, si on vous a donné un don, vous devez le rendre d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas le garder pour vous, sinon vous allez exploser de l'intérieur. Il n'y a aucun moyen de contenir ce genre d'énergie. Amen à ça. On n'a pas besoin de finir avec un défi. On n'a pas besoin de finir avec autre chose que ça. Il faut un homme. On vient de passer un super moment avec Adam Haritan et d'aider là-bas. C'était une journée fantastique. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout mon interview avec Adam. Nous l'avons déjà présenté sur cette chaîne, notamment lors de la conférence principale de notre premier Going Deep Summit et lors d'une intervention interne sur la création de sa plateforme médiatique. J'ai tellement appris d'Adam. Et si vous avez trouvé cette interview intéressante, ne manquez pas ces conversations précédentes.